le Hamas a probablement reconstitué une partie, si ce n'est la totalité, de son stock de militants et de combattants qu'il avait avant le 7 octobre. Il n'a plus le même armement, ça c'est certain. Il ne représente plus le même danger pour la société israélienne, mais il reste quand même très actif. Et donc désarmer cette partie-là va être très très compliqué à mon avis. Bonjour Régis. Bonjour Julie. Régis, les derniers corps des otages sont rendus à Israël et le retrait de Tsahal dans certaines parties de Gaza a redonné lieu à un déploiement du Hamas avec exécution sommaire à la clé. Alors que faut-il en conclure de cette situation ? Écoutez, le Hamas s'est précipité dès que les soldats israéliens se sont redéployés sur les positions qui avaient été prévues par l'accord pour effectivement pallier au vide et imposer son autorité immédiatement. Il faut savoir que cette autorité du Hamas, elle est quelque peu contestée en interne et que cette contestation est évidemment fomentée indirectement aussi par Israël. Et un certain nombre de Gazaouis, notamment dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire, vous savez, qui était un sujet extrêmement touchy pendant ces 2 ans de guerre, les 4 points de distribution d'aide humanitaire ont été contrôlés en partie par des éléments extérieurs et aussi avec l'appui de certains Gazaouis, et notamment un certain nombre de personnages, dont un qui s'appelle Yasser Abou Shahab, qui est le chef d'un ancien gang de pilleurs, mais qui ont été recrutés, utilisés par Israël pour, on va dire, orchestrer cette distribution alimentaire. Donc, ils ont gagné un certain pouvoir avec ça. Et aujourd'hui, évidemment, le Hamas, qui lui était dans une position de combat à l'époque, était dans la clandestinité, ne pouvait pas se montrer. Aujourd'hui, évidemment, veut reprendre son autorité. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Un certain nombre de ces acteurs, de ces collaborateurs, jugés comme collaborateurs par le Hamas, ont été exécutés. On a vu des vidéos où des hommes sont à genoux et on leur tire une balle dans la tête. Ça s'est produit hier. Le Hamas a prévenu qu'il referait la même scène aujourd'hui. Et même certains membres de ces unités, en fait de ces collaborateurs d'Israël, on va dire, ont demandé par l'intermédiaire de leur famille une amnistie au Hamas, ont essayé de faire intervenir des gens au sein de l'organisation pour obtenir la vie sauve. Alors, de qui est-ce que ces forces aujourd'hui sont importantes ? Je dirais qu'elles représentent quand même, il y a une dizaine de groupes comme ça dans Gaza, qui échappaient jusqu'ici à l'autorité du Hamas, des clans bédouins en particulier dans le sud, et une famille importante dans la ville de Gaza et autour, qui s'appelle les Dogmouches, qui serait à peu près 10 000, et dont le Hamas a commencé à exécuter plusieurs centaines de membres apparemment de cette famille en particulier. Donc c'est vraiment le retour, comment on va dire, par la main forte du Hamas et la restauration de son autorité avec, c'est important de le dire, l'accord des Américains, puisque Donald Trump, dans l'avion qui le reconduisait aux États-Unis, a expliqué qu'ils avaient l'accord des USA pour le maintien de l'ordre, condition évidemment importante pour reconstruire l'enclave et surtout assurer la transition de pouvoir prévue dans la deuxième phase de l'accord. Et du coup, qui sont les gangs rivaux du Hamas et est-ce qu'ils ambitionnent aussi de conquérir le pouvoir ? Alors, non, je pense que c'était des gens qui ont profité par opportunisme de la situation, une situation terrible d'un point de vue humanitaire, terrible d'un point de vue des combats, effectivement, à qui Israël a tendu la main, qui ont accepté de servir l'occupant,
Donc, si vous voulez, vu les conditions dans lesquelles la guerre s'est déroulée dans cette enclave de même pas 200 km², il faut le préciser, dans laquelle il y a eu quelques 60 000 morts en 2 ans. On imagine les destructions, on imagine ce qui a pu se passer, la vie à l'intérieur de cet espace clos. Donc il y en a certains évidemment qui ont accepté on va dire, de servir les autorités. Et aujourd'hui, c'est le lot de souvent des collaborateurs, c'est que quand l'autorité se réinstalle, enfin l'autorité d'avant se réinstalle, évidemment, il y a des exécutions sommaires, et particulièrement avec le Hamas qui veut à tout prix restaurer son autorité. Donc des clans bédouins, je l'ai dit, dans le sud, une sorte de milice, ancien gang de pilleurs avec à sa tête Yasser Abou Shahab, qui lui est considéré vraiment comme un collaborateur d'Israël, et puis ces familles de notables de Gaza, dont les relations avec le Hamas n'ont pas toujours été au beau fixe, et aujourd'hui ne sont toujours pas au beau fixe, parce qu'il y a une partie de la population qui est très hostile au Hamas. Et le Hamas ne s'est toujours pas prononcé sur son désarmement. Est-ce qu'une telle opération est envisageable malgré la menace de Donald Trump sur celle-ci ? Alors, le désarmement du Hamas, effectivement, quand on le voit se redéployer, on se dit il va falloir que quelqu'un s'y colle. C'est l'option, la première option, c'est recommencer la guerre et continuer les opérations militaires comme les Israéliens l'avaient prévu, en envahissant Gazaville, en provoquant une exode d'1 million de population qui vivait dans cette ville, et en allant s'attaquer au dernier sanctuaire du Hamas, ce qui n'a pas été fait à cause de l'accord. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'essayer de faire en sorte que l'organisation tienne ses promesses, mais sur la question du désarmement, comme vous venez de le dire, il n'a toujours pas donné son accord. Certains membres du Hamas ont même dit qu'il n'en était pas question. Après, il y a eu d'autres sons de cloche au sein de l'organisation. On a entendu que les armes seraient rendues à une autorité palestinienne, pas à l'autorité palestinienne, mais à une gouvernance qui est à définir et qui fait partie de la deuxième phase, en effet, du plan Trump. Donc, on va voir un petit peu comment les choses vont s'organiser. En tout cas, c'est très flou à ce stade. Et ce qu'on peut constater, c'est que pour le moment, rien n'est absolument certain. On ne sait pas comment les choses vont se passer, mais que ça sera difficile, d'autant que le Hamas a reçu à Khan Younes et dans d'autres points de l'enclave un certain nombre de prisonniers, au nombre de 1968 exactement, qui viennent des geôles israéliennes, qui ont été détenus pendant des années, qui ont fait partie de l'organisation ou d'autres groupes palestiniens. C'est pas des enfants de cœur qui reviennent. C'est des gens qui ont une expérience, qui ont fait de la prison, qui se sont probablement endurcis. Donc avec l'apport de ces combattants, plus des combattants, alors il y a des combattants très durs, environ 250, qui avaient des peines de prison à vie, et puis vous avez des combattants qui ont été faits prisonniers depuis le début du conflit. Donc ceux-là, ils vont revenir. Si on ajoute à ça que le Hamas a probablement reconstitué une partie, si ce n'est la totalité, de son stock de militants et de combattants qu'il avait avant le 7 octobre, il n'a plus le même armement, ça c'est certain. Il ne représente plus le même danger pour la société israélienne, mais il reste quand même très actif. Et donc désarmer cette partie-là va être très très compliqué à mon avis. Bien, merci Régis. Et puis merci, c'était notre dernière émission d'actualité ensemble. Merci Julie. Merci pour tout ce que tu m'as appris sur ces 2 années d'alternance, et je continuerai bien évidemment à regarder tes émissions d'actualité tous les jours. Moi j'espère bien te revoir un de ces jours chez Omerta. Oui, c'est pas un adieu. Voilà. En tout cas, bon vent, où que tu ailles, voilà. Sers-toi de ce que tu as pu apprendre parmi nous, et nous on est très fiers de toi. Merci beaucoup, et merci à tous de m'avoir écouté une dernière fois, et retrouvez Régis dès demain pour la prochaine émission d'actualité.